Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous au programme. Aujourd'hui, une web série israélienne à l'attention des victimes de viol, la riposte des fans de presse imprimée et vous verrez que l'on peut s'occuper de manière créative dans les aéroports. Restez avec nous, on commence tout de suite. Si vous venez en vacances en Israël cet été, je vous conseille d'aller faire un tour au 32 rue Yavneh à Tel Aviv. C'est à l'angle du boulevard Rothschild, car c'est là que ce mercredi a été inauguré le premier distributeur de Bitcoin du Moyen-Orient. Oui, Israël aime bien être en avance sur son temps. Je vous rappelle que le Bitcoin est une monnaie virtuelle assez décriée par les autorités étatiques et qui permet des transactions entre internautes sans l'intervention d'une tierce partie. D'après le communiqué de presse de l'entreprise américaine Robocoin qui a installé la machine, le distributeur a été renforcé par plusieurs mesures de sécurité visant à éviter les fraudes et les blanchiments d'argent. Évidemment, vous vous en doutez, les responsables Bitcoin en Israël sont très fiers de leur distributeur. Ils affirment que grâce à lui, les internautes pourront acheter et vendre des Bitcoins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans souffrir de la bureaucratie des banques. Et Dieu sait qu'il y a de la bureaucratie en Israël. L'Europe a célébré le 70e anniversaire du débarquement de Normandie le 6 juin dernier. Un événement bien sûr historique qui pourrait nous faire oublier que 4 jours plus tard à peine était perpétré le massacre d'Oradour-sur-Glane. Je vous rappelle que le 10 juin 1944, les nazis ont tué dans ce village 642 civils français. Il s'agit du massacre de civils français le plus important de la Seconde Guerre mondiale. À l'occasion du 70e anniversaire de ce triste événement, France 3 a mis en ligne un programme numérique interactif composé d'images filmées par un drone, d'images d'archives et de témoignages. Voici un extrait. Des habitants du bourg voient arriver par le sud, sur le pont sur la Glane, derrière l'église, les premiers véhicules. Les hommes armés en descendent. L'ensemble du village est bouclé sans que la plupart des habitants s'en soient clairement rendus compte. Très peu d'entre eux, de toute façon, songent à fuir. Selon tous les témoignages, presque personne ne s'inquiète vraiment. On regarde même avec curiosité ces véhicules et ces soldats qui ne viennent jamais dans ce village à l'écart de la grande route. Puis les soldats commencent à rabattre tous les habitants vers la place du champ de foire. Ils entrent dans les maisons, en font sortir tous ceux qui s'y trouvent et les poussent vers le lieu de rassemblement. Le comportement des... Voilà, un reportage à découvrir sur le site de France 3. Et nous, on en vient à notre dossier du jour. Si certains pensent qu'Internet peut aussi aider les personnes en détresse, ce sujet va les conforter dans leur opinion. Noa Maiman, une actrice israélienne à succès ici, qui vit à Los Angeles, a décidé de briser le silence. Il y a plusieurs années, Noa a été violée et elle a décidé de ne plus se taire pour elle, d'une part, pour se remettre du traumatisme, mais également pour soutenir et aider les autres femmes qui ont connu une expérience similaire. Elle a donc créé une web-série en plusieurs épisodes en anglais et en hébreu. Ça s'appelle Boîte à outils pour les victimes de viol et c'est consultable en ligne sur YouTube. Le principe est assez simple, Noa face caméra chez elle qui raconte son expérience dans un décor minimaliste et qui donne des conseils à celles et ceux qui l'écoutent. On regarde un extrait de cette web-série et on en reparle tout de suite après avec Noa Maiman. Vous n'êtes pas seule et ce n'est pas de votre faute et vous n'avez rien fait de mal à part le fait de le garder pour vous toute seule. Si vous venez de vous faire violer, allez vous faire vérifier. Si vous ne le faites pas immédiatement, il n'y a plus de moyen de le prouver et je veux vraiment que nous changions ça. Il n'y a pas de rétablissement complet, mais il existe un moyen de nous sentir mieux. Il y a un moyen de cesser de nous punir pour quelque chose dont nous ne sommes pas responsables. Quand j'avais 5 ans, j'ai été abusée sexuellement par quelqu'un qui travaillait dans notre maison. Ça a duré quelques mois. Dans les yeux d'un enfant, ça avait l'air de durer une éternité. Il m'a dit qu'il avait un jeu secret et que si je le racontais à quelqu'un, il me tuerait. Je n'ai donc rien dit. Un jour, ma mère m'a dit qu'il allait m'emmener à mon cours de piano et j'ai fondu en larmes et je lui ai tout raconté. Et avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir en chair et en os Noa Maiman. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On a énormément de questions à vous poser. Vous êtes plutôt connu dans l'industrie de la télévision israélienne. Vous avez fait des documentaires. Vous auriez pu utiliser votre carnet d'adresses pour réaliser un documentaire classique à la télévision. Et pourtant, vous avez choisi le web. Pourquoi ?
Je pense qu'il y a une grande différence entre la télévision et YouTube tout d'abord. Il y a l'idée de créer quelque chose d'intemporel qui sera là éternellement et peu importe combien de temps a passé depuis sa première diffusion, ce sera présent à jamais. Deuxièmement, l'idée était de créer une conversation intime avec le spectateur, au fond de recréer ces conversations que j'ai eues avec de nombreuses filles qui m'ont approchée depuis que j'ai parlé ouvertement de mon passé d'abus sexuel. Je ne veux pas dire que cette série remplace une thérapie parce que ce n'est pas le cas. Nous avons eu des conversations intimes et nous avons partagé nos expériences personnelles. Et ça nous a renforcés et c'est exactement cette interaction que j'ai voulu recréer. Quand vous voyez quelque chose à la télévision ou au cinéma, ce n'est pas une expérience personnelle, mais lorsque vous voyez quelque chose sur votre ordinateur, dans l'intimité de votre propre chambre, il y a une sorte d'intimité. Et c'est quelque chose de très important pour moi. Alors, à propos de l'intimité, en Israël, je le disais, vous êtes connu, mais vous avez toujours préservé votre vie privée. Et là, d'un coup, vous vous dévoilez. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement ? Je protège mon intimité et je fais en sorte de garder ma vie intime aussi privée que possible. Mais je me suis dit qu'à ce sujet, l'authenticité joue un grand rôle. Je ne voulais pas qu'une actrice lise des textes. Je ne voulais pas non plus écrire un script, car justement, la chose que j'essaye de combattre, c'est cette culture de silence. C'était important pour moi de dire au monde, oui, ça m'est arrivé. Et le fait que j'écrivais et je montais mes épisodes toute seule, ça m'a permis de contrôler tout ce que j'avais envie de partager. Et l'idée de partager toute mon expérience personnelle était l'idée principale derrière ce projet. Si vous aviez fait tous les épisodes en anglais, vous auriez pu avoir un accès international, mais rapidement vous êtes passé à l'hébreu pour le reste des épisodes. Pourquoi ? Tous les épisodes sont en hébreu et aussi en anglais. Je filmais d'abord l'épisode en hébreu et puis je filmais un épisode presque parallèle en anglais. J'ai longuement hésité. Je savais que c'était important de créer un changement en Israël à ce sujet, mais ce sujet est aussi important en Europe et aux États-Unis et dans le monde entier. Ce sujet est lié à la société humaine en général et voilà pourquoi je n'avais pas envie de le faire uniquement en hébreu. I didn't want to only do it in Hebrew. It was very important for me to have an English version, and it was hard in the process because le processus de montage et de la création des épisodes était très accablant et fatigant émotionnellement. Je devais constamment changer de langue, j'ai eu plusieurs moments de déprime et j'ai quasiment arrêté de filmer la version anglaise. Mais une bonne amie anglophone m'a remonté le moral et j'ai continué à le faire en 2 langues afin d'atteindre le plus de personnes possible. I'm doing them in both languages, basically trying to reach as many people as I can. Alors vous avez dit que ce qui doit aider les femmes, c'est de briser ce silence et en dévoilant votre propre histoire pour qu'elles se sentent moins seules. Est-ce que vous pensez tout de même que ce web documentaire peut aider autant qu'une thérapie par des professionnels ? Definitely. The web series Toolkit for Rape Recovery, it's not instead of therapy. It might be... Sans aucun doute, la web-série ne remplace pas une thérapie. Elle agit comme un outil supplémentaire. Une fille est venue me voir après avoir vu la série et m'a raconté que son thérapeute lui a dit que ma série était une bonne co-thérapie. Je pense vraiment, et je le dis aussi dans la série, je ne suis pas professionnelle. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Tout ce que je fais, c'est partager avec vous ce que j'ai ressenti et vécu pendant mon expérience personnelle. En plus de cela, je pense que la thérapie est un outil très important. Dans chaque épisode, j'envoie les gens vers les hotlines et je pense que c'est ça le vrai chemin de la guérison. Cela dit, je pense que beaucoup de gens qui ont été en thérapie, et moi aussi j'ai été en thérapie pendant 15 ans, se sentent très limités. Quand j'ai parlé à d'autres femmes et hommes qui ont vécu une expérience similaire, j'ai aperçu une certaine valeur additionnelle à la thérapie. Je crois qu'il y a 2 éléments importants. Tout d'abord, les spectateurs apprennent ainsi qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des lignes directes qu'ils peuvent joindre. Il y a aussi des centres de soutien. Mais d'autre part, ils apprennent aussi qu'ils ne sont pas seuls à avoir vécu une expérience pareille. Et je répète, ça ne remplace pas une thérapie, mais ça la complète. It's only a completing element to that, but it's very important. Noa, une dernière question. Il y a déjà plusieurs épisodes qui sont en ligne. Est-ce que vous en prévoyez d'autres ? C'est la première saison et peut-être la seule saison. Je n'ai pas encore décidé à ce sujet, mais la saison aura 11 épisodes. La plupart d'entre eux sont déjà filmés et je les monte en ce moment. Je veux par contre filmer le dernier épisode le plus proche possible de sa date de sortie en ligne. Au début, j'avais envie de filmer la saison et puis de m'éloigner un peu du sujet du viol, mais j'ai eu beaucoup de sollicitations d'internautes qui me proposent de partager leurs histoires et d'approcher des angles différents. Je n'ai pas encore pris de décision définitive, mais je pense peut-être faire une deuxième
saison qui serait focalisée sur les histoires des autres. Merci infiniment, Noah, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, je précise que pour des raisons d'emploi du temps de Noah, cette interview avait été enregistrée quelques heures avant le reste de l'émission. On dit qu'aujourd'hui, tout doit être instantané, que la presse papier imprimée n'a plus d'avenir, qu'il faut tout miser sur le net, la rapidité et la mise à jour des données en permanence. Mais s'il y avait encore de l'avenir pour l'imprimerie? Et ceux qui aiment s'asseoir dans leur fauteuil, dans leur journal, ont-ils encore une place dans notre société aujourd'hui? C'est le pari que tente un service britannique, ça s'appelle Paperlate. Il vous propose pour un peu plus de 6 € d'imprimer une sélection d'articles que vous aurez choisis et de vous envoyer un journal imprimé que vous aurez donc conçu à votre domicile. Vous pouvez y glisser entre 4 et 64 pages entre votre choix. Donc, par contre, ne vous attendez pas à le lire rapidement puisqu'il faut compter entre 3 et 5 jours pour obtenir votre livraison. Bref, il faut miser sur le plaisir d'avoir un journal entre les mains plutôt que sur la rapidité de l'info. Toujours à propos des hautes technologies, qui n'a jamais rêvé de pouvoir faire tenir des objets dans les airs sans câble, sans les tenir? Une société aux Pays-Bas s'est lancé le défi grâce à des systèmes de lévitation magnétique pouvant s'adapter à différents objets. Le rêve devient réalité. La technologie utilise des aimants répulsifs avec une électronique de pointe. Ça a l'air assez compliqué, dit comme ça, mais concrètement, ça veut dire que les objets flottent au-dessus du dispositif et restent en l'air en position comme par magie. Ne vous imaginez pas toutefois à pouvoir voler, la technologie ne supporte que des objets qui ne dépassent pas les 10 kg. L'entreprise, à l'heure actuelle, propose ses services à Nike, Apple et Intel pour mettre en valeur leurs produits sur des présentations uniques et originales. Regardez. Ça fait quand même rêver. Que l'application Snapchat se tienne prête, Facebook compte s'attaquer à elle très prochainement. Lundi soir, par erreur, le réseau social a mis en ligne une application pour partager des photos et des petites vidéos avec ses amis. Évidemment, l'application a été rapidement retirée des plateformes de téléchargement. Un porte-parole de Facebook s'est exprimé en expliquant « Nous avons publié par erreur une version de Slingshot, la nouvelle application sur laquelle nous travaillons. Elle sera disponible rapidement et nous avons hâte que vous puissiez l'essayer. » Souvenez-vous, Facebook a tenté à plusieurs reprises de racheter l'an passé l'application Snapchat, en allant même jusqu'à lui proposer la somme de 3 milliards de dollars en vain. Donc, qu'à cela ne tienne, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, prépare sa riposte. Il est personnellement impliqué dans le développement de Slingshot. Pour rappel, l'application Snapchat permet d'envoyer des photos et vidéos qui s'auto-détruisent au bout de quelques secondes. En mai dernier, on estimait à plus de 700 millions le nombre de snaps envoyés chaque jour, soit davantage de photos postées chaque jour sur Facebook. Vous connaissez peut-être le phénomène du food porn, en français la pornographie alimentaire. Ce sont toutes ces personnes qui photographient leur nourriture sur leur plus bel angle pour donner envie aux autres internautes. Je suis sûr que vous avez des amis comme ça. Un restaurant de la ville du Cap en Afrique du Sud a poussé le concept à l'extrême. Il a fait installer dans ses locaux une station photo qui vous permet de réaliser le meilleur cliché de votre plat, puis ensuite de le partager sur Facebook ou Twitter. Ça s'appelle DinerCam et ça fournit même des lumières adaptées à la nourriture. Regardez. Et le résultat est plutôt réussi. Voilà quelques exemples de photos réalisées dans cette station au restaurant. Vous allez voir à quoi ça ressemble, vous voyez. C'est comme ça qu'ils font les photos et les résultats en général est assez esthétique lorsque c'est posté sur Instagram. Les filtres de ce DinerCam est assez efficace. Vous voyez, ça donne vraiment envie d'aller au restaurant. Mais quand je me dis que les dîners entre amis au restaurant sont déjà devenus un calvaire à cause des téléphones portables, ce genre de restaurant avec une station pour poster ses photos ne me fait pas du tout envie. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net.
On a tous au moins une fois passé dans notre vie une nuit dans un aéroport à attendre notre avion retardé, annulé. En général, on ne sait pas trop quoi faire pour s'occuper. Certains, en revanche, sont plutôt créatifs. Vous allez voir dans cette vidéo et on va se quitter sur ces images en musique. Vous allez voir, j'espère que vous allez aimer. Ça se passe aux États-Unis. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles infos en provenance du net. Bye, vous me manquez déjà. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. Hard to be sure. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure.